Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Carrefours de la Santé. Alors les Carrefours, vous savez, ce sont un rendez-vous qui est co-organisé par le CHU de Poitiers et par l'Espace Mendès France, où on est ce soir. Moi, je m'appelle Romain Mudrac, je suis journaliste et je vais vous accompagner pendant 1h30. Les Carrefours de la Santé, c'est vraiment un moment de rencontre et d'échange privilégié entre le grand public et puis des professionnels de santé du CHU de Poitiers. C'est un rendez-vous aussi avec toujours plus de témoignages et d'interactions. Et n'hésitez pas justement à témoigner sur vos inquiétudes et puis aussi vos sources d'enthousiasme face à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et puis aussi à poser toutes vos questions à vos invités, soit en direct, alors plutôt à la fin, mais on se laisse une demi-heure à la fin, tranquillou. Soit vous pouvez aussi, vous avez des papiers qui vous ont été fournis et vous pouvez les noter aussi et me les faire passer. Et à ce moment-là, je prendrai la parole à votre place pour poser ces questions. Voilà. À noter que ce soir, exceptionnellement, nous avons toute la conférence est donc traduite en langue des signes. Merci beaucoup d'être là. Et puis, voilà, on peut commencer maintenant. Juste, peut-être, éteignez vos téléphones portables ou mettez-les en mode avion, parce que ça arrive des fois que ça sonne en pleine conférence. Avec nous, ce soir, nous avons donc le docteur Guillaume Herpe, radiologue, référent médical en intelligence artificielle au CHU de Poitiers. Et nous accueillons aussi le professeur Roger Gilles, neuropsychiatre, professeur émérite de neurologie à l'Université de Poitiers et également ancien directeur de l'espace de réflexion éthique. Et là, c'est important de le mentionner pour le sujet de ce soir. Et le sujet de ce soir, vous l'avez découvert, la médecine est-elle tout entière en train de basculer de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle? C'est vraiment la question qui va être au cœur de la discussion que nous allons avoir ce soir. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'affiche qui a été réalisée pour annoncer la conférence de ce soir. Vous pouvez la voir là-haut. Moi, je l'aime beaucoup, personnellement. Mais sachez qu'elle a été justement entièrement réalisée avec l'intelligence artificielle. Et qu'en plus, c'est le service de communication du CHU de Poitiers qui l'a réalisé. Donc, au moins, on fait ça au CHU de Poitiers. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Au-delà de ce clin d'œil, docteur Herpe, on vous laisse un peu de temps pour nous présenter un peu ce que fait le CHU en matière d'IA, ce que l'IA apporte au CHU. Voilà comment les différents services l'utilisent, histoire de cadrer un peu les choses. Je vous laisse la parole. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présents. Je ne sais pas si je reste assis ou si je me lève. Je vais peut-être me lever un peu, comme ça je pourrais être un peu dynamique. Donc je m'appelle Guillaume Herpe, moi je suis responsable de l'unité des urgences et puis je fais de la recherche en IA. Et puis je m'occupe de coordonner un peu médicalement la cellule IA du CHU de Poitiers et puis de la région de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc pourquoi un radiologue est devant vous? Parce que vous pouvez vous demander pourquoi c'est pas même si je fais de la recherche, pourquoi c'est pas un chercheur? En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que 95% du marché aujourd'hui, c'est des produits qui sont de l'IA en radiologie. Ensuite, 80% des produits marqués européens en IA en santé sont des produits radiologiques, avec 15% en cardio, 5% en anatomopathologie. Et puis, vous voyez, depuis 63, nous, la radiologie, on a déjà des travaux qui sont des travaux prospectifs sur des outils d'aide de diagnostic en informatique. J'ajoute à ça qu'on a connu plusieurs révolutions médicales dont l'innovation était portée par la radiologie, que sont le scanner et l'IRM dans les années 70, puis après tous les processus de dématérialisation des images dans les années 2000. Et pourquoi la Vienne? Parce que depuis 2018, en fait, on teste et on applique des solutions d'IA dans les prises en charge patients. On a testé jusqu'à une trentaine de solutions en même temps au sein du CHU. Et donc, c'est une position un peu innovante et un peu inédite sur le panorama français. Donc, c'est pour ça qu'on est fiers aussi de vous présenter l'usage qu'on en fait. Donc, l'usage, il est très... Vous pouvez retenir 20%. Maintenant, on peut changer, on peut mettre 40%. Donc, pour vous dire pourquoi 20%, parce qu'à peu près 1 million de mammographies sur les 5 millions de mammos qui sont réalisés par an le sont à l'aide d'assistance par des outils d'intelligence artificielle. 20%, maintenant c'est 50% de la recherche mondiale est assistée par intelligence artificielle, que ce soit dans les outils d'aide à
l'analyse des données jusqu'à l'aide à la rédaction des contenus scientifiques. 50% des centres radiologiques français payent pour de l'IA et vous voyez 20% des médecins utilisent des outils d'IA générative, globalement utilisent des dérivés de ChatGPT dans leur phase diagnostique, et puis aussi il y en a qui utilisent ça pour des propositions de traitement, etc. On reviendra sur tous les risques qui sont associés à ça. Je cautionne rien quand je vous décris ça. Je vous montre juste un panorama et un état des lieux qui est un peu ancien parce que c'est le dernier qu'on ait qui est de 2024. Donc je sais déjà qu'en 2025, ce chiffre de 20%, il est bien supérieur aujourd'hui. Voilà. Donc pour vous dire, l'intelligence artificielle, c'est une science des probabilités. Donc ce n'est pas une intelligence. Ça analyse des grand nombre de paramètres, ça peut aller du millier jusqu'au milliard de paramètres, avec un objectif, diminuer la différence entre un résultat généré et une vérité terrain. On va voir après, je vais vous montrer ce que c'est. Et puis, si on veut être caricatural, on peut la diviser en deux. Il y a d'une côté les parties deep learning initiales, qui sont des outils d'aide au diagnostic ou à la détection des anomalies. Et puis, de l'autre côté, il y a des outils qui servent à extraire des informations ou à en générer des nouvelles. Ça, c'est des IA génératives. Et ça, si vous voulez connaître un nom, c'est ChatGPT. Il y a aussi Mistral AI. Et il y a plein d'autres applications qui sont hors des noms que vous connaissez, puisque c'est des applications métiers, mais qui existent et qui sont d'ores et déjà, si ce n'est utilisées en routine, au moins qui commencent à être bien déployées au sein des différents centres hospitaliers et en particulier au sein du CHU. Alors, voilà comment ça marche. Donc j'ai une image ici. J'ai ce qu'on appelle un réseau de neurones qui va, par un processus de probabilité mathématique, fournir un résultat. Ce résultat ici, c'est une boîte que vous voyez là. Ce résultat va être confronté à la vérité, appelée la vérité terrain. Donc c'est soit une image, là c'est en l'occurrence une image de scanner, soit le diagnostic du médecin, soit le résultat d'une prise de sang. Et tout l'enjeu du ping-pong qui va être fait par le réseau de neurones, ça va être de minimiser la différence entre le lieu où est prédite la fracture et le lieu où elle est réellement. Une fois que cette différence-là sera très proche de zéro, ça sera acceptable pour le médecin d'utiliser cet outil et donc d'utiliser les résultats d'IA comme une aide au diagnostic. Voilà. Donc c'est vraiment minimiser la différence entre d'un côté une vérité, donc la vérité compte rendu du radiologue, compte rendu du médecin, bilan biologique, résultat cardiologique, et de l'autre côté une prédiction réalisée par un réseau de neurones réalisé par l'IA. Cette prédiction, c'est donc un enchaînement de probabilités. Il n'y a pas d'outil réflectif autour de ça pour l'instant, c'est vraiment juste de la probabilité. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que on peut discuter, on peut dire, alors donc une intelligence artificielle, elle a été entraînée sur 150 000 patients, sur 200 000 patients, alors donc elle a plus d'expertise que moi qui suis radiologue depuis 10 ans et donc qui ai vu, je sais pas, 20 000 scanners. En fait, c'est pas si simple que ça et c'est surtout faux puisqu'en fait, c'est plutôt une question de probabilité. Donc l'IA n'a pas vu en consultation 100 000 ou 200 000 patients. Donc c'est important de bien se rappeler de ça parce que ça, ces résultats-là, ça peut générer des modifications de notre façon d'interagir avec l'intelligence artificielle, et en particulier ce qu'on appelle le biais d'automatisation, qui est de trop suivre les résultats d'intelligence artificielle. Donc comment on l'utilise au CHU de Poitiers? D'abord dans l'aide au diagnostic. Je vous ai montré un premier exemple, ça c'est le plus utilisé en France, et c'est celui qu'on a depuis le début où c'est déployé au CHU de Poitiers. C'est un outil qui sert à détecter les fractures, et donc vous voyez ici, c'est un outil qui non seulement les identifie, mais aussi justifie sa prise de décision par une boîte ou un lieu qui identifie l'anomalie. Cette notion de boîte ou cette notion de localiser l'anomalie qui est détectée, c'est très important parce que c'est ce qui garantit qu'on va adhérer au résultat. Si l'intelligence artificielle me dit juste cette phrase-là, fracture, pas fracture, ben, j'ai aucun moyen de vérifier son schéma de raisonnement. D'accord ? Si par contre elle me positionne la boîte, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité. Je comprends quelle est la structure anatomique qui lui a conduite à prendre cette décision. Et donc ça, c'est important pour les médecins d'avoir cette preuve visuelle qui permet de vérifier que l'outil est de qualité. Alors on l'utilise pour plein d'autres choses, mais vous voyez, il y a toujours un point commun, c'est la segmentation ici. Il y en a qui ont reconnu ici un crâne, et du coup ici on identifie dans les contextes post-traumatiques des hémorragies intracrâniennes. Donc ça, c'est aux urgences. Après ça, c'est en mammographie. Donc ça, c'est la deuxième application la plus utilisée après la fracture.
Et en mammographie, cette intelligence artificielle, elle va identifier sur les clichés de mammographie des zones à probabilité élevée de présence tumorale. La probabilité, elle est cotée de 0 à 100, et globalement, un seuil supérieur à 66 de probabilité de malignité fait qu'on identifie une zone à risque. Voilà. Et donc ça va aider le médecin après pour la suite de sa prise en charge. Il va avoir d'abord un contrôle visuel sur l'anomalie ici, pour s'assurer qu'elle existe vraiment, et ensuite, ça va conduire et ou pouvoir orienter les gestes de prise en charge ultérieure, que ce soit le suivi ou la biopsie. Ensuite, ça, c'est un autre outil qui sert à segmenter les anomalies de prostate. L'IRM de prostate, c'est un enjeu particulier parce que pour l'instant, c'est assez peu développé. Ça prend de plus en plus de place dans la détection des cancers de prostate, dont vous savez qui sont en nette augmentation au sein de la population, à la fois parce que la population vieillit, mais aussi parce qu'on les cherche plus. Et donc, ces outils-là, ils ont montré que sur un examen qui avait des performances moyennes, on va dire, ils arrivaient à augmenter les performances des radiologues et voir, il y a une étude qui est sortie qui montre l'algorithme est supérieur à des radiologues experts pour détecter les lésions anormales. Donc ça, c'est la première publication assez solide qui montre un champ de notre domaine qui est la radiologie où l'algorithme est supérieur au médecin. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser tout seul parce que l'algorithme, lui, il ne va pas voir s'il y a des lésions osseuses ou s'il y a d'autres anomalies autour de la prostate, il va regarder que la prostate. Mais sur cette tâche d'identification d'une anomalie sur la prostate, il va être supérieur au radiologue expert. On pourra expliquer pourquoi. Il y a plein de cofacteurs, mais en tout cas, c'est un fait. Ensuite, on les utilise aussi, et ça, je voulais vous le montrer parce que c'est intéressant. Cet outil-là qui permet de segmenter des nodules pulmonaires, d'identifier des anomalies liées à une atteinte chronique du parenchyme pulmonaire. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cet outil, c'est le premier outil qui est intégré de fait et dès le début dans la définition du programme de dépistage, puisque ça va participer au programme de dépistage du cancer du poumon. Et le cancer du poumon, ça sera donc le premier cancer dont une partie de la détection se fera grâce à l'intelligence artificielle, directement intégrée dans le schéma. Donc globalement, ce que ça veut dire que 100% des examens qui sont réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du poumon, donc c'est des phases d'études pour l'instant, c'est le programme Impulsion qui va se lancer, duquel le CHU de Poitiers est partenaire, 100% des examens de dépistage vont intégrer de l'intelligence artificielle. Donc là, ce n'est pas ce qui va se passer bientôt, c'est vraiment au cœur de nos pratiques de tous les jours. On va intégrer un outil d'IA pour traiter les patients. Et surtout, ce qui est intéressant là-dedans, et qu'on pourra discuter aussi, c'est qu'on ne pourra pas faire de dépistage sans cet outil d'IA. Donc le jour où l'outil d'IA est en panne ou ne fonctionne pas, il n'y a pas de dépistage réalisé. Donc on a passé un cap dans l'utilisation de l'outil. Alors après, il y a d'autres choses. Il y a les agents conversationnels, vous avez sûrement entendu parler de ça. J'en fais un raccourci un peu parce qu'il n'y a pas que ça là-dedans, mais globalement, c'est des agents qui vont enregistrer, par exemple, ce que je dis maintenant et nos échanges et qui vont les retranscrire sous forme de texte. Puis après, une fois qu'ils auront récupéré tout le texte, ils vont extraire les faits saillants pour synthétiser, faire des notes ou des résumés de consultation ou des résumés de discussion. Ils ont aussi une autre option qui peut arriver, c'est aussi... Vous avez tous dû recevoir un jour un compte-rendu inintelligible ou incompréhensible de la part de vos médecins avec une conclusion que vous ne pouviez pas comprendre. Il y a aussi des modules qui permettent de rendre ça un peu plus explicable aux patients dans un contexte où, et là si je reprends ma spécialité, j'imagine que si vous avez eu des examens au cours de votre vie, vous vous êtes rendu compte que ces 10 dernières années, on voyait de moins en moins les radiologues et que les radiologues, de l'autre côté, ils faisaient de plus en plus d'examens. Et donc, une partie des hypothèses qui existent autour de ça, c'est de pouvoir un peu mettre des phrases ou des agents conversationnels qui permettraient aux patients de comprendre ce qu'ils ont, quitte à ce qu'ils discutent ou ils interagissent avec un outil d'intelligence artificielle. On n'est pas encore là en routine clinique et on n'est pas encore là en routine clinique au CHU de Poitiers. Ce qu'on a en routine clinique, c'est un outil qu'on appelle de rédaction des comptes rendus. Donc, je vais vous montrer un petit film. Là... Donc ça, c'est ce que j'utilise tous les jours, quasiment. Donc je dicte mon compte-rendu ici. Donc ici, je vais appeler un compte-rendu. Ça va aller me chercher le compte-rendu ici. Les résultats d'intelligence artificielle sont directement remplis dans mon compte-rendu. Ils sont directement récupérés depuis la solution d'intelligence artificielle. Donc rapport préliminaire avec les comptes rendus pré-remplis. Et ensuite, moi, je vais éditer une partie des résultats pour lesquels je ne suis pas d'accord. Et ça va s'intégrer
directement dans le compte-rendu au bon endroit et générer une conclusion, vous allez le voir après. Et donc ça, c'est assez nouveau parce que les résultats de ça, c'est quoi? C'est 80% de mots dictés en moins. Donc on pourrait voir un gain de productivité, etc. C'est surtout aussi une diminution de charge mentale. Je vois que je gêne un peu, non? C'est bon? Une diminution de la charge mentale, parce que vous voyez ici, surtout ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi me générer autour de ça une suggestion de prise en charge. D'accord? Ça, c'est valable pour tous les outils d'intelligence artificielle. Il y a de toute façon, comme dans toutes les innovations, et ça c'est une théorie des sciences psychosociales d'Abbott, il y a toujours un décalage quand on utilise des outils comme ça. L'expert il va décaler sa position depuis la détection jusqu'à la prise de décision. Et là, vous voyez, c'est exactement quelque chose qui permet de faire ça. Globalement, j'aurai une conduite à tenir homogène puisqu'elle va être automatisée dans la conclusion de mon compte-rendu. Pour les médecins qui sont dans la salle, vous savez combien parfois les résultats, quels qu'ils soient, mais les résultats de consultation et en particulier les résultats radiologiques peuvent être hétérogènes et c'est aussi une chance qu'on peut avoir de diminuer cette hétérogénéité. Puis il y en a d'autres. Hein. Il y a des outils de prédiction du risque. Alors ceux-là, ils ne sont pas encore déployés au CHU de Poitiers, mais ça, c'est des outils qui sont intéressants et à la fois perturbants, j'allais dire, puisque ce sont des outils qui analysent des images ou qui segmentent des parties de l'anatomie qu'on n'est pas capable humainement de segmenter en routine. Donc là, il y a des prédictions du risque autour de ça, mais il faut aussi être capable de comprendre comment est faite la prise de décision, puisque ce sont des tâches, on appelle ça des biomarqueurs ou des marqueurs en imagerie ou dans d'autres spécialités, là c'est de la cardiologie, qu'on ne sait pas extraire nous-mêmes. Voilà. Donc là encore, il y a des enjeux autour du contrôle qualité. Et puis pour les travaux administratifs, il y a des outils, ça Mistral, il y aurait pu avoir ChatGPT. Et puis DeepL, c'est un outil de traduction qui est très utilisé. Ça, c'est des outils administratifs qui extraient de l'intelligence artificielle. Encore une fois, la question qui se pose là-dedans, c'est qu'une partie des données processées, ici, on ne sait pas exactement où est-ce qu'elles sont processées et on ne sait pas exactement comment est fait la prise de décision pour générer un résultat. Donc il y a un enjeu autour de ce qu'on appelle le monitoring, qui est en fait contrôler au cours du temps la performance des algorithmes. Donc là, je vais vous montrer deux perspectives parce que c'est assez intéressant, vous allez voir. C'est d'abord le cancer du sein. Alors actuellement, c'est ce qui se passe pour le cancer du sein, avec 3 mois de délai à peu près pour la prise de rendez-vous. Une première lecture qui est initialement faite par un radiologue, qui a été faite par un radiologue. Si la radio est normale, seconde lecture par un second radiologue. Si la radio est anormale, on fait des examens complémentaires avec le radiologue avec lequel la mammographie était passée. Et puis là, ce qui se passe maintenant, et ça c'est de fait dans 20%, et maintenant c'est un peu plus, il y a des outils de triage qui permettent d'augmenter les performances de détection des radiologues. Donc ça, c'est déjà un fait actuel, avec une première lecture par un radiologue assisté d'intelligence artificielle qui permet de diminuer ce nombre d'examens normaux, puisque détecte plus de cancers significatifs. Donc c'est en gros des cancers qui vont devenir graves. Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est ce qui va se passer dans le futur. Alors ça, c'est des enjeux transformatifs. Donc il y a déjà une étude. Vous savez, nous, on aime bien les essais randomisés, contrôlés. Alors c'est compliqué en intelligence artificielle parce qu'un essai randomisé, contrôlé, bien mené, ça met 2 ans ou 1 an et demi. Entre le moment où vous lancez l'essai et le moment où vous avez les résultats, l'algorithme il a changé 3 fois de performance, elles se sont améliorées. Et donc on ne sait pas vraiment comment évaluer en vraie vie les performances des algorithmes. On ne peut pas utiliser les schémas qu'on utilisait traditionnellement pour les médicaments et on a d'autres enjeux autour de ça. Et l'HAS, en particulier la Haute Autorité de Santé, qui s'occupe à certifier les dispositifs médicaux, ça ce sont des dispositifs médicaux, se questionne sur comment les évaluer. Donc, qu'est-ce que ça fait en pratique? Les patientes, donc ça identifie par IA les patientes à fort risque et à faible risque. Les patientes à faible risque, elles bénéficient d'un schéma accéléré avec une seule lecture. Et les patientes à fort risque, elles ont eu 2 lectures, le schéma classique. L'impact dans une étude suédoise, c'est 40% de réduction du volume d'examens interprétés par radiologue et donc potentiellement une diminution d'autant plus importante de l'accès aux soins et des délais d'accès à la mammographie avec les impacts qu'on peut connaître sur les retards de prise en charge. Voilà. Et maintenant, on va se poser des questions avec le professeur Gilles. Oui. Et oui. Oui, juste je voulais revenir sur un point. En termes de dépistage, de diagnostic, aujourd'hui, vous avez chiffré, vous avez de meilleurs résultats.
C'est-à-dire cancer ou fracture, pas ça sur le même point évidemment, mais est-ce que l'IA vous permet d'avoir de meilleurs résultats en termes de diagnostic? Alors, il y a deux questions là-dedans et c'est très alors d'abord l'évaluation en vie réelle au sein de chacune des structures, elle est très compliquée parce que ça veut dire qu'à chaque fois, je vous ai expliqué, à chaque fois qu'on étudie un algorithme dans une condition particulière, tout se fait à la main et donc c'est un travail de recherche et donc des thématiques de recherche. Vous avez vu là, on a 20 algorithmes. C'est compliqué de tous les évaluer parfaitement localement chez nous. Bon. Ils ont tous une base scientifique sérieuse, ils sont tous marqués CE et ils ont tous publié sur des populations européennes, sinon on ne les prend pas parce que les populations asiatiques ou américaines sont trop différentes. Ensuite, nous, on a testé sur les fractures, on diminue à peu près de 15% la différence entre le diagnostic de l'urgentiste et le diagnostic du radiologue, donc on fait converger les performances de détection des fractures de l'urgentiste et du radiologue en améliorant les performances. Ensuite, sur la mammographie, on a nos données à nous, mais qui sont plutôt des estimatifs. On sait que ça marche. L'usage fait qu'on sait que ça marche, mais on n'a pas de preuves scientifiques exactement des améliorations de performance. Et puis après, sur la prostate, là, qui est déployée à Châtellerault, là, on sait qu'on diminue, on sait qu'on améliore la précision ou la performance de détection d'à peu près 10%. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Professeur Gilles, quelle réaction ça vous inspire? Quelle réaction face à ce qu'on vient de voir? Et puis, une question toute bête pour commencer aussi, quelle est la place des médecins dans le soin, selon vous? Oui, le problème central, comme M. Herp l'a abordé, c'est la qualification même d'intelligence est discutable en ce qui concerne l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence humaine, ou plutôt elle ne correspond qu'à un aspect restreint de l'intelligence humaine. Quel aspect restreint? La résolution de problèmes. Quel aspect restreint? Les capacités intellectuelles. On peut tester une intelligence artificielle. Bon, je me suis amusé personnellement à tester, mon métier me l'a permis, à poser des questions. Elles peuvent répondre à des questions correspondant à des QI 230, 240, sans difficulté. Mais on voit bien que sa compétence est réduite à la réponse à des questions. Alors, pourquoi ça n'est pas l'intelligence humaine? On va juste lister quelques raisons essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence humaine qui ne s'inscrive pas dans la chair. Toute intelligence humaine s'exprime par la chair. Et tout ce que nous avons acquis comme connaissance y est entré par les organes des sens, par la vue, par l'ouïe, par le toucher. C'est comme ça que nous avons construit le monde en nous et évidemment nous avons comme ça acquis des concepts. Après avoir touché des tables, vu des tables, nous sommes capables d'appliquer le mot table, même aux tables que nous ne verrons jamais. Nous avons acquis ainsi un stock de connaissances que nous allons utiliser grâce aux organes des sens. L'intelligence artificielle ne procède pas par organes des sens, elle procède par ingurgitation de données fournies par l'être humain. Le deuxième point, bien sûr, c'est que l'intelligence humaine procède de manière, j'allais dire, ternaire, en 3 fois. L'intelligence artificielle répond aux questions. L'intelligence humaine, c'est elle qui pose la question. L'IA ne pose pas la question. L'intelligence humaine, c'est celle qui ensuite fait les hypothèses. Oui, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, et qui, une fois le résultat obtenu, évalue et contrôle. Il n'y a pas d'intelligence sans cette démarche humaine, sans cette démarche ternaire. Hypothèse, question, hypothèse, évaluation. Alors évidemment, l'assistance de l'intelligence artificielle est considérable, puisqu'elle est capable, à l'échelon intermédiaire,
de générer des propositions de réponse avec une rapidité que l'intelligence humaine ne peut pas avoir. Autrement dit, l'intelligence artificielle répond aux questions que lui pose l'intelligence humaine. Car c'est l'intelligence humaine qui a créé l'intelligence artificielle. Alors évidemment, dans cette création, comme dans toute création humaine, il y a toujours un risque de violence. Et oui, nous construisons des immeubles gigantesques, et s'ils s'effondrent, qu'est-ce que l'homme à côté d'un immeuble qui s'effondre? Nous travaillons sur le nucléaire, mais qu'est-ce que l'homme? On pourrait comme ça multiplier les exemples. Donc, que l'être humain soit capable de concevoir et de créer des inventions qui le dépassent n'est pas nouveau. Mais évidemment, la particularité dans l'intelligence artificielle, c'est que certains de ces aspects peuvent venir en concurrence avec l'intelligence humaine ou en aide à l'intelligence humaine, en assistance à l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle assiste l'intelligence humaine. Il y a un autre point qui est bien sûr extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence humaine sans conscience de. Je parle et je sais que je parle. Je vous vois et je sais que je vous vois. Vous me voyez, vous savez que vous me voyez. Il n'y a pas cette conscience réflexive dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle répond en fonction des données qui lui ont été fournies et des algorithmes, bien sûr, qui, eux, ont été ensuite travaillés par les spécialistes. Un autre point aussi est extrêmement important, c'est que l'intelligence humaine est mue par ce que Spinoza appelait, le philosophe de la chair en quelque sorte, ce qu'il nous a appelé le désir, l'élan vital, disait Bergson, le désir de vivre, d'exister. Il n'y a pas dans l'intelligence artificielle de désir, il n'y a pas de besoin, il y a simplement qu'une capacité étonnante de réponse aux questions posées par l'être humain. Alors évidemment, ces capacités de réponse, nous en voyons là les aspects les plus positifs, ce qu'on peut appeler la performativité. L'intelligence artificielle change quelque chose au monde et à la pratique. Et bien entendu, on la voit ici dans son rôle ancillaire. Elle sert l'intelligence humaine, elle l'assiste. Où commenceraient les problèmes? Et nous allons là le dire brièvement, il y aura peut-être des questions ensuite. Pourquoi parle-t-on de la compétition entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? C'est qu'on voit bien dans ce que nous a dit M. Herp qu'il gouverne son affaire. C'est lui le patron, en quelque sorte. Il pose des questions, il recueille les réponses, il les discute, etc. Le problème majeur, les effets les plus négatifs de l'intelligence humaine, ce sont les propositions qui consistent à penser qu'un jour, l'intelligence humaine viendra, l'intelligence artificielle viendra amplifier l'intelligence humaine. Et c'est là, effectivement, où le bas blesse. C'est-à-dire être connecté à des structures d'intelligence artificielle. Souvenons-nous quand même que c'est le rêve d'Elon Musk et de bien d'autres, avec son processus qui s'appelle Neuralink, et qui consiste effectivement à implanter des électrodes toutes petites dans le cerveau et de relier ceci à un ordinateur. Autrement dit, on peut imaginer que
dans cette perspective-là. C'est l'être humain qui croira résoudre lui-même le problème parce qu'il aura été boosté par l'intelligence artificielle. Et là, évidemment, est le danger de déshumanisation. L'intelligence artificielle compétitive, c'est celle qui finalement pactise avec le transhumanisme, c'est-à-dire avec ce concept fondamental de l'être humain augmenté. Nature, tu n'as pas été bonne parce que tu m'as fait limiter. Et mon rêve est donc de dépasser cette nature ingrate, cette nature limitante, pour dépasser ses limites et devenir un être humain surpuissant. Évidemment, le risque, il est là. Ce risque, aujourd'hui, est fondamental parce que une grande partie des penseurs de l'intelligence artificielle sont en fait des transhumanistes. Et que, évidemment, ces transhumanistes font courir le risque de déshumanisation. Alors, évidemment, on peut aussi, avec sourire, dire que serait l'intelligence artificielle en cas de panne électrique, car il suffit de la débrancher, quoi, si elle est méchante. Alors tout à coup, vous vous retrouveriez... Bon. D'autre part, il est évident aussi que le tableau qu'on nous brosse, dès qu'il touche au rêve transhumaniste, est un tableau qui, pour la planète, est terriblement inégalitaire. C'est-à-dire que seuls quelques êtres humains, particulièrement riches, de nations puissantes, vont pouvoir effectivement utiliser, bénéficier de l'intelligence artificielle. Que seront les autres? Déjà, dans l'intelligence artificielle noble, je peux l'appeler comme ça, celle que pratique Guillaume Herp, qui est évidemment une intelligence artificielle au service des hommes, il y a des risques inégalitaires qui sont majeurs. Pourrais-je, dans une contrée lointaine, envoyer en mission, continuer de pouvoir servir comme radiologue ou comme médecin ou d'une autre spécialité si je n'ai pas ces outils? Or, ces outils, on sait bien qu'actuellement, ils ne peuvent être captés que par des institutions. Voilà donc quelques ébauches. J'aurais beaucoup de choses d'autres à dire, mais peut-être qu'il vaut mieux que vous continuiez, monsieur. Non, mais c'est très intéressant. On va y revenir sur l'aspect inégalitaire et sur aussi la gestion des données de santé, évidemment. Ce que je retiens, c'est qu'il faut être capable de critiquer l'IA. Et ça c'est plutôt intéressant. Je sais aussi que, Dr Herp, il y a parfois des anomalies dans le diagnostic de l'IA peut amener à un examen qui peut paraître normal, qui peut être jugé normal par l'IA, mais qui, en fait, ne l'est pas vraiment. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Oui, bien sûr. Alors, ce que je vous ai montré, d'abord, c'est important, c'est un prérequis indispensable pour un usage de l'intelligence artificielle au service des patients, dans la clinique, quoi, en gros. C'est qu'il faut absolument qu'il y ait une projection visuelle de la décision de l'IA. Il ne faut pas juste le résultat textuel, il faut aussi une boîte. Si je vois que la boîte, on va rester sur le cancer du sein, si je vois que la boîte est en dehors du sein, bah, je sais que la prise de décision, c'est difficile de la suivre. Par contre, quand c'est des cas plus douteux ou plus limites, il y a effectivement ce qu'on appelle le biais d'automatisation, qui est le fait de changer son raisonnement depuis un raisonnement vrai jusqu'à un raisonnement faux, indûment induit par un résultat faux d'une intelligence artificielle. Ce biais-là, il est d'autant plus vrai que vous n'êtes pas expert et que vous n'êtes pas formé sans IA. Donc il faut continuer à se former sans IA. Après, si je suis un peu provoque, il est à peu près de 2% ce biais-là. Donc en gros, c'est-à-dire que dans 2% des cas, l'IA va me faire changer mon raisonnement depuis un moment où j'avais raison jusqu'à un moment où j'avais faux. À l'inverse, l'intelligence artificielle bien choisie dans un bon contexte clinique, elle peut améliorer mes performances jusqu'à plus 10%. Donc c'est toujours une balance et c'est toujours là où il est important, un, de choisir bien ses outils, deux, d'être formé à l'usage sans et à l'usage avec IA et de connaître les limites. Et oui, et trouver une maladie qui n'était pas cherchée au départ,
Ça aussi, c'est finalement la capacité humaine d'abord. Alors en fait, ce que l'IA fait perdre en général, en premier, c'est le principe de hiérarchisation, et c'est ce qu'on retrouve en médecine comme dans tous les autres domaines. Et donc en fait, là, en médecine, effectivement, il y a de la détection d'anomalies, il y a de l'extraction, enfin, il y a de l'extraction de nouveaux marqueurs qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas vraiment quoi faire, et qui sont quand même produits par l'algorithme. Voilà. Donc ces marqueurs, en fait, c'est le travail de recherche qui est autour de ça, c'est de savoir est-ce qu'on en fait quelque chose ou est-ce qu'on les élimine. Et ça, c'est aussi, mais c'est valable dans toutes les innovations. Au début, quand vous aviez des images d'IRM ou de bilan biologique ou de génétique, vous aviez tout le génome extrait, puis vous ne saviez pas vraiment où chercher les choses. Et donc c'est aussi la recherche clinique ou la recherche applicative qui doit identifier quelles sont les choses qu'il faut garder et celles qu'il ne faut pas. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, ce n'est pas un dépistage. Parce que le dépistage, ça induit aussi qu'on détecte des cancers qu'on peut traiter. Le cancer de la prostate, effectivement, il y a beaucoup de risques de détecter ce qu'on appelle, c'est pas des faux positifs, mais c'est des cancers indolents qu'on n'aurait jamais détectés avant et qui n'auraient jamais rien fait. Donc toutes ces balances-là, ça fait partie aussi d'abord du maintien de la compétence clinique. Et puis après, si on veut un peu tout automatiser en quelque sorte, ça fait partie des choses qui sont nécessaires de continuer à faire entraîner les algorithmes pour qu'ils continuent à s'entraîner à bien détecter les choses qui ont un impact clinique. Très bien. Juste pour bien préciser les choses, je voulais vous entendre tous les deux sur une question toute simple, mais voilà une réponse en quelques mots. Est-ce que l'IA peut ou doit remplacer le médecin un jour? Quelle est votre réponse en quelques mots? Peut-être professeur Gilles? Je dirais que l'IA a des risques si elle est mal utilisée dans des politiques de santé comprimées, qui est de venir au secours d'un manque numérique de radiologues. Si on fait comme ça, on ira à la catastrophe. Or, ce qu'on entend quand on entend un spécialiste de radiologie, c'est de dire que l'IA doit contribuer à être plus exigeante sur la qualité du radiologue, puisque précisément, il doit se laisser questionner par certaines réponses. Ce n'est pas l'IA qui posera, mais il y a des réponses qui semblent aberrantes, etc. Et il faut que le radiologue, ait le contrôle sur l'IA, ce qui suppose effectivement la formation de radiologues de plus en plus compétents. Voilà. Je crois que là, il y a une exigence qui est fondamentale. Sinon, on ira à ce qu'on appelle l'asservissement cognitif. C'est-à-dire, nous serons asservis cognitivement à des résultats mécaniquement donnés si nous n'avons pas en face, à côté, je veux dire, le radiologue qui veille. Oui. Voilà. Oui. Docteur R, bon, tout ce que vous avez montré déjà fait pencher un peu la balance d'un côté, mais juste pour en quelques mots sur cette question-là du médecin. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, par analogie, vous avez vu, les voitures autonomes prédisaient la fin des chauffeurs de taxi il y a 15 ans, et on voit encore qu'il y a des embouteillages à San Francisco avec 3 voitures autonomes. Voilà. Donc, on a de la marge. Ensuite, la médecine, c'est des spécialités qui sont adaptées à absorber l'innovation et à faire évoluer les pratiques. Enfin, je vous ai parlé de la théorie d'Abbott qui est importante sur les experts. En gros, les travaux d'experts, oui, il y a des parties de tâches des expertises qui peuvent être remplacées ou automatisées ou semi-automatisées. Et à ce moment-là, il y a un décalage de ces compétences d'experts vers les processus de décision. Comment je fais pour prendre la décision quand j'ai plein de résultats différents générés par l'IA? Ça, c'est vrai en imagerie. Et quand je dis imagerie, on peut prendre un APAT, on peut prendre cardiologie, on peut prendre endoscopie, on peut prendre toutes les dermatologies, ophtalmologie, etc. Quand il y a des images et qu'on a un résultat sur l'analyse des images, c'est facile de voir la boîte et de voir si l'algorithme manifestement se trompe ou pas. Quand c'est du texte, extraction de compte rendu de consultation, genèse d'ordonnance, proposition de traitement, de prise en charge, aide aux réunions de concertation pluridisciplinaires en oncologie, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Ce sont des enjeux de ce qu'on appelle le monitoring, évaluer les performances d'un algorithme au cours du temps, qui sont très importants, qui sont les enjeux de l'hôpital, puisqu'actuellement, on n'a quasiment pas ou peu d'outils pour monitorer ses performances au cours du temps et de s'assurer de la stabilité de l'outil et de la performance de l'outil autour du temps, quand on n'a pas cette sortie visuelle qui permet d'avoir un contrôle visuel évident. Donc c'est des enjeux.
Je voulais aborder la question des données. Les images par exemple, qui sont traitées par l'intelligence artificielle au CHU de Poitiers. Est-ce qu'il y a un risque autour qu'elles finissent aux États-Unis, en Chine ou ailleurs? Et est-ce que vous pouvez nous préciser ça, Dr Herp, un peu, la question des données de santé? Alors, la question des données de santé, elle est assez bien traitée par toute la réglementation européenne autour du règlement de la protection des données. Il n'y a pas de données qui puissent être utilisées en usage clinique qui puissent aller ailleurs qu'en Europe, d'abord. Ensuite, ces données-là, elles ne peuvent même pas sortir de l'hôpital. Parce que si vous prenez les flux de données qui vont être traités par des IA, il y a toujours à l'intérieur de l'hôpital une clé de chiffrement qui reste à l'intérieur du réseau hospitalier, une gateway, en gros, ça s'appelle, c'est le nom anglais, qui chiffre et qui pseudonymise les examens. Et donc, en fait, tous les examens, que ce soit la biologie, etc., qui sortent du réseau du CHU, tous ces examens-là, ils sont tous pseudonymisés. Ils vont être processés parfois sur des clouds, parfois, la plupart du temps, sur des clouds. Ils reviennent et ils sont réidentifiés à l'intérieur du CHU. Donc, il n'y a pas de sortie de données identifiantes quasiment. Ensuite, par ailleurs, là, vous avez tous entendu parler, il y a plein de cyberattaques, il y a plein de risques, etc. comme ça. Souvent, l'entrée, elle ne se fait pas comme ça. Souvent, l'entrée, elle se fait par des usages personnels. Un ordinateur qui reste connecté, quelqu'un qui clique sur sa boîte mail perso depuis un ordinateur hospitalier, etc. Donc, les vrais points d'entrée, ils sont probablement pas autour de ces données-là, mais ils sont autour de l'usage personnel qu'on a chacun des agents de l'hôpital à maîtriser et comprendre que les contraintes qu'on a autour de ça sont des contraintes nécessaires. Vous parlez d'usage personnel, alors indirectement, je rebondis sur professeur Gilles. Les données de santé, on est capable d'en donner déjà pas mal à travers différents outils, même qui sont utilisés par tout le monde, par les sportifs, par d'autres. Quelle réaction vous avez sur ces données de santé là, quel risque ça peut faire peser selon vous? Et puis, finalement, quelle partie de notre intimité on est prêt à sacrifier chaque jour, quelque part? Voilà. Bon, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que un autre monde est advenu. C'est le monde de la transparence. Et ce monde de la transparence, nous sommes des complices du monde de la transparence. Dès l'instant où nous avons un smartphone, nous sommes connectés au monde. Dès l'instant où nous avons un GPS et qu'au lieu d'écrire l'adresse du domicile, on met mon domicile sur Google ou sur un autre moteur de recherche, donc notre domicile est connu du monde entier. Nous avons évoqué aussi avec Guillaume Herp nos données de santé personnelles que nous avons avec sa montre connectée et la mienne. Voilà. Donc effectivement, nous avons considéré comme confortable d'utiliser nos données de santé sans peut-être réaliser que ces données de santé étaient offertes, compilées, et que la difficulté aujourd'hui est de savoir quelles limites apporter. Quand on voit aujourd'hui que des jeunes sont capables de rentrer dans les structures informatiques de la NASA, quand on voit ce que subissent nos administrations de la part de pirates informatiques russes, quand on voit nous-mêmes les messages que nous recevons sur nos portables, le livreur n'a pas pu faire rentrer votre colis dans la boîte aux lettres, appelez tel numéro, enfin on peut multiplier comme cela, eh bien nous voyons que nous vivons dans une nouvelle société. Parce que nous y avons consenti passivement, parce que, rassurez-vous, on le voit bien, l'humanité, de manière massive, nous sommes des moutons, quoi. Nous sommes des moutons. Nous allons où on nous fait aller. Bon, nous avons pas longtemps résisté au smartphone, parce que vous y allez fort, quand même. Nous y avons intérêt aussi, mais aussi parce que nous voulons améliorer notre vie. Eh bien, tout ça a un coût. Alors, ce coût, évidemment, on peut discuter. On est loin, vous savez, de la phrase d'Albert Musset, c'est tout un monde que chacun porte en soi, un monde ignoré qui vit et meurt en silence. Eh bien, il faut savoir qu'Alfred de Musset, c'est fini, quoi. Bon. Alors, il faut essayer de limiter cela.
Et c'est vrai qu'on voit déjà dans ce que a dit Guillaume Herp, c'est qu'il faut se résigner à des compromis. Alors, évidemment, sinon on dirait plus de données, bon, on arrête tout, quoi. Si on peut faire. Donc arrêtons. On voit bien que personne ne le fera et que c'est rigoureusement impossible. Alors, créons des normes. Bon, l'Europe est la championne des normes. Elle ne crée rien, hein. Elle n'investit pas grand-chose en IA. On n'est pas fichu d'avoir un moteur de recherche comme Google. On veut taxer Google, on n'est pas fichu de faire la même chose en Europe, quoi. Il faut qu'il y ait un modèle chinois et un modèle américain. Bon. Non, mais l'Europe est très forte pour réglementer. Bon, alors, c'est quand même intéressant, cette réglementation, parce que on voit comment on peut limiter ce que j'ai appelé la casse, c'est-à-dire notre intimité totalement dévoilée. Et c'est ce que vous avez dit très justement. On se rabat sur quoi? On se rabat sur bloquons l'identification. Essayons de bloquer l'identification. Voilà. Donc, ce n'est pas de données identifiantes. Accepter que nous ne soyons que des êtres anonymes, pas des personnes caractérisées, mais des contributeurs anonymes par les données qui viennent de notre corps à la construction de data qui vont permettre de résoudre des problèmes. Mais là, il y a une vraie prise de conscience à faire. Et aussi, bien sûr, aussi, le fait que nous devrions être appelés chacun à la vigilance. Regardez aujourd'hui, quand nous consultons un site web, on nous demande si on accepte les cookies, hein, totalement, ou la sélection. Qu'est-ce qu'on fait quand on va vite? On accepte tout, quoi, parce qu'on veut s'atterrir au site web. Parce que si on va aller regarder tous les cookies qu'ils ont cochés et décochés, et en fait, on voit que là, la réglementation devient tellement lourde qu'elle aboutit presque à l'effet contraire. C'est-à-dire, moi, je veux chercher ça sur Quant ou sur DuckDuckGo, parce qu'il faut de temps en temps s'effader de Google. Bon, ben, il est évident que, ben non, les actions de la vie, disait Descartes, ne souffrent aucun délai, n'est-ce pas? Et donc, tic, autoriser les données, autoriser la sélection. Qu'est-ce qu'il y a dans cette sélection? On n'en sait rien. Alors, c'est vrai aussi que nous sommes invités à une tâche difficile, qui est celle de penser notre existence, comme disait Kierkegaard. Voilà. Bon, est-ce que mon existence, je veux la semer à tous les vents? Ben, c'est mon droit le plus strict, après tout, que je sois là ou là, je m'en tape absolument. Ou est-ce que je veux conserver une certaine intimité, un certain secret, je ne sais pas. Mais là, évidemment, c'est aussi une affaire personnelle. Voilà. Bon, il est évident que le CHU demande, si on accepte que les données soient... Bon, il est évident qu'aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup disent non, parce que ça paraît presque antipatriotique, quoi, hein. Ça paraît presque de ne pas participer à quelque chose de commun. Et le CHU nous dit, en contrepartie, on a pris des précautions, bon voilà, va. Voilà. Jusqu'où nous devons aller à l'acceptation. Acceptation de confort, toujours discutable, ou acceptation en vue d'une prise de conscience d'une nouvelle forme de solidarité humaine. Et qui fait que nous, avec nos vulnérabilités, nos maladies, les chutes dans notre vie, eh bien, nous pouvons contribuer peut-être à améliorer, simplement en disant oui, quelque chose dans le monde. Et je crois que cette distinction doit essayer d'être faite à tout moment. Autrement dit, et on voit que c'est le plus difficile, c'est comment penser par soi-même, quoi. Et ça, c'est la tâche la plus redoutable. Et c'est celle à laquelle nous sommes le moins préparés, car hélas, ça ne s'enseigne pas assez. Alors qu'on devrait apprendre à l'être humain, précisément, à dire dans quel domaine puis-je vraiment continuer d'être l'auteur de ma vie, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que ça... Je peux rebondir? Allez-y. Je rebondis juste sur le terme patriotique parce qu'il est vraiment assez pertinent. 90% des bases de données d'entraînement des algorithmes, elles sont en langue anglaise pour le texte ou en langue chinoise, enfin en mandarin. Donc ça questionne déjà sur les algorithmes qui ne sont pas entraînés en francophonie ou en langue francophone. Donc il y a une première
question autour de la base de données qui est importante. La deuxième question, c'est toujours un peu patriotique, c'est pour là la partie positive. 3 des 5 algorithmes les plus vendus dans le monde viennent de boîtes françaises, donc ça c'est positif. Par contre, ces boîtes françaises, elles vont chercher leur financement aux États-Unis. Dans le domaine de la santé ? Dans le domaine de la santé, oui, absolument. Il y a Hawkin, par exemple, qui est une boîte en anatomopathologie, pardon. Donc ça, c'est une licorne. Donc là, on a déjà passé un cap. Et si on s'intéresse à la radio, vous avez les 3 acteurs majeurs de la détection de la fracture. Ils sont français. Donc il y avait cette notion de base de données, il y a cette notion un peu cocorico, on pourrait dire. Et puis après, on parle de la réglementation européenne. Et ça questionne aussi pourquoi. Parce que oui, c'est bien, oui, c'est important de protéger les données. Mais du coup, très probablement qu'à terme, la plupart des innovations viendront plutôt des pays un peu plus laxes, si on peut dire, et qu'après, comme ils vont envahir le marché ou comme ils vont récupérer tout le marché, finalement, de fait, on sera obligé en Europe d'utiliser des algorithmes ou des solutions qui ont été entraînées avec moins de rigueur que les solutions, enfin que ce qu'on s'impose à nous-mêmes. Et donc, ça questionne aussi sur, le financement, l'accélération de l'innovation. Il y a les cerveaux, si je peux dire, et puis après, une fois qu'il faut faire grandir les choses, on a des enjeux en Europe de financement de l'innovation qui sont très compliqués. Et donc là, peut-être que la réglementation européenne contraignante pour les règlements de données de santé, c'est très important. Mais dans un autre sens, il faut aussi être capable d'accepter le fait que du coup, on prend du retard sur d'autres acteurs chinois ou américains, entre autres, puisque c'est eux les principaux acteurs, et donc possiblement un jour obligé d'utiliser les outils développés ailleurs. Je voulais juste vous entendre aussi, pour terminer, en quelques instants, avant de passer la parole au public, sur la dimension inégalitaire de l'accès à l'IA. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas une IA dans le domaine de la santé, un accès à l'IA à 2 vitesses, peut-être, avec des pays ou peut-être même des zones en France qui n'auront jamais accès, ou qui n'ont pas accès pour l'instant à l'IA. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Alors, donc, ça c'est vrai, 75% des solutions d'intelligence artificielle, elles sont déployées en zone urbaine ou périurbaine, en France. Ensuite, bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas du tout accès à l'IA, qui n'ont pas accès aux serveurs, qui n'ont pas accès aux outils, mais il y a aussi beaucoup de pays qui n'ont pas accès aux scanners, qui n'ont pas accès à la numérisation des lames, qui n'ont pas accès... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, la question, c'est pas tant l'IA. L'IA, c'est juste maintenant la partie émergée de l'iceberg, mais c'est la question de l'innovation et de l'hétérogénéité d'accès à l'innovation. Alors il y a une spécificité qu'on aurait pu imaginer, en tout cas en France, levée par l'intelligence artificielle, c'est son côté dématérialisé. En fait, on se rend compte que même si c'est sur des clouds, même si c'est dématérialisé, on reproduit les inégalités qu'on retrouve dans les équipements lourds. Voilà. Très bien. Professeur Gilles, est-ce que ça nous inspire ? Non, sur cet aspect-là. Je pense évidemment que nous sommes là dans un cul-de-sac, une aporie au point de vue philosophique, parce que les inégalités du monde se creusent, quoi. Alors, évidemment, nous pouvons faire des missions, on peut partir, on peut... Voilà. Mais évidemment, il y a 4/5 de la planète qui est pauvre et 1/5 qui vit mieux. Et que, effectivement, nous sommes là dans une situation dont nous ne voyons pas l'issue. Et où vous avez raison, c'est effectivement que l'IA ne fait que s'ajouter, évidemment, à tout le reste. Et on l'avait vu de manière criante déjà au moment du traitement du VIH. Comment on ne pouvait pas être soigné partout dans le monde de nouvelle manière. Et comment nous avons même, pendant le Covid, donné des doses de vaccins. Voilà. Il y a des populations précaires, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui supplient, qui demandent, et d'autres qui donnent. Est-ce que l'humanité sera un jour capable de faire des progrès dans ce sens-là ? J'avoue que pour le moment, ils ne sont pas d'une visibilité extrême. Et je pense que c'est un sentiment d'impuissance éthique qui est là considérable et qui devrait nous culpabiliser, mais d'une autre manière, d'un autre côté, qui possède aujourd'hui la solution. Voilà. C'est facile de déclamer, c'est plus difficile de trouver des solutions pratiques. Mais au moins, devons-nous en avoir conscience.
On appelle ça, vous savez, une éthique de champ lointain. Cette éthique de champ lointain, elle doit nous conduire de temps en temps à penser ailleurs ce qui se passe et comment ça se passe, peut-être pour relativiser nos propres égoïsmes, voilà, et certains de nos défilés. Faire un pas de côté, c'est pas mal, effectivement. L'heure est venue d'ouvrir aux questions du public. Est-ce que vous avez déjà une question, réaction ou je vois là. Je la prends. Hop. Une première question que je vais lire en direct, du coup, alors. J'espère pouvoir lire. En génétique, l'interprétation nécessite des filtres, des pipelines et des jeux de données comparatives. Tout génome, toute comparaison de cartes optiques du génome, toute puce ADN envoyée dans un pipeline devient propriété du propriétaire des filtres. J'en déduis, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il en termes de données, de ces données-là? Est-ce que les données restent propriété du patient ou du CHU, enfin voilà, à qui appartiennent les données? Alors, il y a deux choses. Il y a une chose qui est vraie là-dedans, c'est que, enfin, pas sur la loi européenne déjà, mais quand vous utilisez des acteurs européens, même si c'est hébergé en Europe, etc., il reste un enjeu autour d'une éventuelle, par exemple, si le FBI ou si la CIA sollicite l'entreprise américaine qui va être le fournisseur de ce pipeline ou de ce que vous voulez, en théorie, ils sont en capacité de fournir les informations. Néanmoins, il y a quand même des filtres. Le premier, c'est que c'est supprimé au bout de 3 jours, en général, 3-4 jours, une semaine, ça dépend. Pour les documents administratifs, ça peut aller jusqu'à un an. Mais il y a une durée de vie limitée de ces données. Ensuite, le deuxième, c'est que ça fait partie aussi de la stratégie qu'on essaie de déployer au CHU. C'est que des tels outils, qui seraient des outils pour lesquels il y a un export, un atelier d'intelligence artificielle utilisé sur un cloud et qui serait 100% américain ou qui serait exporté aux États-Unis, la tendance veut que ce ne soit pas des algorithmes qu'on décide de déployer à l'échelle commerciale, enfin en tout cas qu'on paye au sein du CHU. Donc je dirais oui, mais de moins en moins, et en tout cas ça ne fait pas partie de la grille de sélection des algorithmes, voire c'est plutôt un critère excluant. Très bien. J'en ai une autre. Est-ce que tous les diagnostics réels sont intégrés dans l'IA? Et comment gérer un mauvais diagnostic intégré dans l'IA? Alors, l'IA, elle donne une aide au diagnostic, donc elle va vous proposer des prédictions, enfin, elle va vous proposer une probabilité de lésion, fracture, cancer, anomalie du rythme cardiaque, voilà ce qu'on veut. Mais c'est pas 100% des diagnostics que peut faire un médecin, c'est pas 1%, c'est epsilon par rapport à tous les diagnostics que peut faire un médecin. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que il existe plusieurs types d'IA. Donc là, c'est plutôt dans la perspective un peu, un peu moins optimiste. Mais il y a des types d'IA spécifiques qui sont détectés à une tâche. Il y a des types d'IA qui s'appellent des IA généralistes et qui sont plutôt entraînés, on va dire globalement, à détecter le normal et l'anormal. Ces IA généralistes qui détectent le normal et l'anormal, celles-là, avec très peu d'entraînement, elles arrivent, parce qu'elles ont été entraînées sur beaucoup de jeux de données normales, à très vite se spécialiser. Ça s'appelle des modèles de fondation. C'est des larges volumes de données. Et ça, c'est une perspective qui va convenir de bien contrôler. Alors, il n'y a pas d'usage commercialisé actuellement en France, et en tout cas pas au CHU de Poitiers. Mais c'est des perspectives qui peuvent arriver autour d'une sorte de Dr Watson, dont on sait, Dr Watson d'IBM, que ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, on verra à l'usage. On avait plein de promesses vis-à-vis de la détection des fractures. On se rend compte finalement que ça n'a remplacé personne. Par contre, ce qui est vrai autour de ces algorithmes initiaux, c'est que ça fait partie des outils d'innovation. Il ne peut pas y avoir de service d'urgence sans pas très loin une table de radio et un scanner, pas très loin un secteur de biologie et un électrocardiogramme. Demain, il peut pas, enfin même actuellement, je pense qu'il ne peut plus y avoir de secteur d'urgence, de radiologie d'urgence, sans outils d'IA pour les fractures, par exemple. Et juste avant de redonner la parole au public, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. En cas de panne, c'est plus pour le dépistage du cancer du poumon, je crois. Oui, en cas de panne de l'IA, on doit remettre à plus tard? Oui, mais comme en cas de panne de scanner, en cas de panne de CG, en cas de panne c'est un outil, donc on en a besoin.
Voilà. D'accord. Oui, mais alors ce que dit... Oui, oui, non, d'accord, oui, effectivement. Non, mais c'est que quand la solution est obligatoire, quand on ne peut plus faire autrement, là, ça pose question, effectivement. Bah, c'est un outil, ça fait partie des outils. Les médecins, on a plein d'outils technologiques plus ou moins avancés. Enfin, voilà, on a de l'analyse automatique de biologie, on a plein de choses comme ça. Quand l'appareil de bio est en panne, on arrête la biologie parce qu'on ne peut plus refaire l'analyse de chacun des composants manuellement. Ouais, je comprends, tout à fait, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question ou réaction dans la salle? Oui. Allez-y. J'y vais. Déjà une réaction par rapport à ce que vous disiez sur les inégalités. Je ne suis pas d'accord, puisque des courbes d'économistes montrent que les inégalités, enfin, les nouvelles technologies creusent les inégalités au départ. Puis après, la production de maths fait baisser le coût et profite à toute la population. On prend l'exemple du smartphone, qui aujourd'hui équipe la planète. Le problème est, comme dit M. Herp, plutôt le lourd, enfin, l'équipement lourd qui permet le diagnostic au départ et qui, par contre, l'IA, j'y vois beaucoup de solutions. Moi, j'avais 2 questions, c'est sur le coût. Est-ce que vous payez, Monsieur Herp, un abonnement pour ces algorithmes? Et si oui, est-ce qu'on vous rémunère pour la formation que vous faites peut-être gratuitement en alimentant l'algorithme avec vos diagnostics? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'en faisant l'économie d'un radiologue pour le premier diagnostic qui est vraiment efficace, puisqu'on voit qu'il y a une prédictivité qui est bien meilleure, et auquel cas j'y crois, est-ce qu'en faisant l'économie d'un radiologue, on va diminuer les coûts de santé pour la collectivité ou pour le patient? 2 réponses. D'abord, j'entraîne pas les algorithmes, ils sont figés quand ils sont déployés dans les centres hospitaliers, donc du coup, il n'y a pas d'entraînement sur mes données, donc non, je ne serai pas rémunéré, puisque de toute façon, il n'y a pas d'entraînement des données. Et si je l'étais, ça ne serait pas moi, ça serait, comme c'est des données patients, c'est structuré au sein du CHU. Ensuite, non, mais vous avez raison. Et ensuite, je vais vous répondre sur la deuxième partie des questions. Si vous pouvez juste me la rappeler un tout petit peu. Deuxième question, c'était de dire, est-ce que demain, on peut envisager des baisses de coûts de santé en faisant l'économie d'un humain? Alors, non. Pour l'instant, on est plutôt en train de courir après les délais plutôt que de faire l'économie d'un radiologue, en l'occurrence, ou d'un médecin. Ensuite, les projections qui sont, il y a un rapport de l'IGAS qui vient de sortir. C'est plutôt de dire, parce qu'il y a un enjeu autour du financement de cette innovation, ça a un coût, hein, c'est sûr. C'est plutôt de dire, vous allez faire de la productivité en plus, donc on ne va pas vous rembourser l'innovation. Mais c'est pas de dire on aura moins besoin de radiologues demain. J'y crois pas. En 2018, c'est ce que disait Hinton, hein, Jeffrey Hinton de Google. Pour l'instant, ça n'a rien changé, au contraire. Donc c'est plutôt que les radiologues se spécialisent dans... C'est un peu le déplacement de l'expertise, mais on spécialise dans ces outils-là, quoi. Oui, il n'y a pas une tentation des CHU non plus à finalement faire appel plus à l'IA et à économiser finalement sur des personnes, sur des radiologues, des spécialistes, tout ça. Pour l'instant. Non, on fait plein de choses qui ne sont pas faites par l'IA et encore une fois, c'est des outils. Oui, donc, ah oui, tout à fait. J'ai une question là tout de suite. Et le patient, est-ce qu'il donne son consentement à l'utilisation de l'IA pour son diagnostic? A-t-il le choix? Alors, il y a 2 choses différentes là. C'est une très bonne question. Le patient, il donne son choix parce qu'il est informé qu'il y a des outils d'intelligence artificielle qui vont être utilisés lors de sa prise en soin et donc aussi de son diagnostic. Donc ça, c'est en théorie affiché dans toutes les salles d'attente. Et en tout cas, c'est ça que la CNIL préconise. Ensuite, refuser qu'on utilise de l'intelligence artificielle, oui, vous pouvez tout à fait le faire, mais si vous le faites, vous n'aurez pas l'examen, puisque c'est un examen qui maintenant est complété par des outils d'intelligence artificielle. Vous pouvez refuser de passer un scanner, vous pouvez refuser qu'on vous injecte le scanner, vous pouvez refuser une prise de sang, mais en tout cas, ça fait partie pour moi du panel de prise en charge. Voilà. Donc on ne déploie pas sans outils d'IA. Et encore une fois, ces outils, c'est des marquages de classe 2B, c'est-à-dire que ça reste sous l'entière supervision, responsabilité, parce qu'on en parlera peut-être, du médecin qui pratique. Voilà. Donc c'est le superviseur, et celui qui valide et qui est responsable de la validation, c'est le médecin. Très bien. Est-ce qu'il y a une question ou une réaction dans la salle? Oui. Le micro arrive. Attendez, bougez pas. Oui, une question justement par rapport à la responsabilité. Dans pas mal de métiers où sont arrivés des systèmes génératifs, comme on a un peu une mythologie de la machine comme oracle, hein, on a tendance à suivre, enfin, on a observé dans beaucoup de métiers des tendances à suivre ce que préconisaient les systèmes génératifs notamment.
finalement une baisse de vigilance des acteurs sur ce qui a été préconisé, une tendance au suivisme finalement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des études concernant la médecine? Est-ce que quand vous faites des tests de dispositifs, vous testez que le dispositif lui-même ou est-ce que vous intégrez l'humain aussi dans le test, hein? Alors, dans le marquage et même après dans les études de validation, il faut toujours voir l'interaction et le bénéfice que ça apporte aux médecins et aux patients. Ça, c'est un des prérequis très compliqués d'ailleurs à démontrer de l'AI Act, qui fait d'ailleurs que c'est assez contraignant pour le marquage et qu'on est maintenant en complète asymétrie entre les produits marqués CE et ceux qui sont marqués FDA, où c'est beaucoup plus large, il y a déjà des IA généralistes, etc. Ensuite, sur l'IA ensuite, ce que vous avez décrit là, ça s'appelle le biais d'attention. Dans les études, c'est à peu près 2%, quoi. C'est suivre un résultat erroné d'une IA qui induit votre prise de décision. Ça, c'est sur le diagnostic. Sur l'aide au diagnostic, l'assistance et ce qu'on pourrait dire les outils traditionnels de deep learning. Sur l'IA générative, pour l'instant, on n'a pas de métrique parce qu'en fait, finalement, en routine clinique, dans les hôpitaux, etc., il y a assez peu d'outils encore déployés. Il y a peu d'études. Il y a des études sur l'interaction entre l'humain et la prédiction de l'IA ou le résultat de l'IA ou ce qui est généré par l'IA. Mais sur ce biais d'automatisation-là, pour l'instant, il n'y en a pas. Par contre, ce qui est sûr, encore une fois, c'est que oui, il y a une partie des tâches qu'on délègue à l'IA, et oui, il y a une partie des tâches où ça diminue notre charge mentale, mais qui dit diminuer la charge mentale dit aussi peut-être faire preuve d'un tout petit peu moins de vigilance. Et donc l'enjeu qu'on a autour de ça, il est double. Il est un, continuer à se former sans, voilà, et deux, aussi être capable de vérifier que les performances de l'algorithme au cours du temps sont constantes. Ça s'appelle le monitoring, et c'est tout un pan de la recherche qui est très important, surtout pour les IA génératives. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'il y ait des orchestrateurs à l'échelle des structures hospitalières qui permettent de vérifier la constance au cours du temps des performances des algorithmes, sans quoi il y a une diminution ou il peut y avoir des modifications de performance qu'on appelle le drift en anglais. Merci. Ça vous va? Oui. Je vous pose une question à tous les deux là, que je lis devant moi. L'IA pourrait-elle donner une aide au diagnostic pour les troubles neuronaux ou de neurodéveloppement, comme le trouble du spectre de l'autisme, ou accélérer les délais diagnostiques? Je ne sais pas ce qui se fait déjà au CHU. Je sais, professeur Gilles, peut-être de votre expérience de neuropsychiatre, peut-être vous avez entendu parler de certaines choses. Est-ce que vous avez une réponse, l'un de vous deux, à apporter à cette question? Alors, sur la partie diagnostic, sur la partie, comment dire, neuropsychologique, il y a des outils d'aide à l'interprétation des tests, mais face au professeur Gilles, je vais rester très humble. Sur la partie diagnostic plus traditionnelle ou plus clinique, si on peut dire, que ce soit la biologie, l'imagerie, etc., oui, il y a des perspectives. Ce qui est très compliqué, c'est un des autres enjeux aussi, c'est que après, au bout d'un moment, les solutions d'IA, elles se développent là où les gens peuvent payer pour le développement de ces solutions d'IA. Et donc, on est toujours dans un équilibre un peu, parce que là, on a parlé beaucoup de start-up. Il y a aussi des initiatives qui ne sont pas des start-up, qui sont des laboratoires. Mais globalement, quand ça passe à l'échelle d'un usage étendu, même si c'est initialement généré par des laboratoires publics, ça fait ce qu'on appelle des spin-offs et puis ça développe des start-up autour. Donc, il faut qu'il y ait un marché en face. Voilà. Donc, pour l'instant, sur ces types-là de spécifiques cliniques, il n'y a pas de marché. Il y en a peut-être des start-up, des choses qui développent, etc. Mais il n'y a pas de choses à l'échelle. Donc, la réponse serait plutôt non. Ça laisse aussi la question de... peut-il y avoir du progrès sans business derrière, effectivement? Est-ce que le progrès avancerait aussi vite sans le business qui est derrière? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, sur le plan de la neuropsychologie, j'allais dire que l'IA, c'est assez même enfantin, quoi. Le diagnostic d'une maladie, des troubles, maladie d'Alzheimer ou autres, peuvent être proposés par des modules d'intelligence artificielle. Le grand problème, c'est est-ce qu'on en est là aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que le drame, c'est de s'abstraire de ce que vit quelqu'un qui a ces troubles-là, de la manière en quoi il est modifié, comment il est modifié. Et on aboutit là, si vous voulez, à une forme de médecine très utilitaire
qui est de regarder comment les signes d'Alzheimer peuvent apparaître, je ne sais pas, à la manière d'envoyer des SMS sur un smartphone. Bon, ça peut être intéressant, quoi, je veux dire. Hein. Mais au fond, qu'est-ce que ça dit de la réalité de la personne malade? Voilà. Donc c'est vrai qu'en neuropsycho, ça marche. Mais moi qui ai consacré beaucoup d'années de ma vie à neuropsycho, je trouve que c'est à fuir, quoi, hein, puisque on a surtout besoin de comprendre ce que vit la personne. Et encore trop actuellement, dans une maladie comme la maladie d'Alzheimer, où on donne des chiffres, un mini-mental state à temps, ce qui ne nous apprend rien du vécu du malade. D'autre part, on laisse de côté aussi la vie émotionnelle. Alors, bien sûr, je dis ça avec précaution, parce que vous avez des tests qui peuvent aussi tester la vie émotionnelle, hein, la capacité d'empathie, la capacité de détecter des émotions complexes exprimées par le regard. Vous pouvez le passer sur Internet, hein, c'est très intéressant, et vous aurez réponse à votre capacité à décrypter les émotions des autres. Bon, mais évidemment, ça ne peut pas rentrer dans une vision totale de l'être humain. Alors, bien sûr, s'il y a moins de personnes formées à faire des diagnostics efficaces, peut-être que, évidemment, ces outils serviront de dépistage. Le jour où peut-être on aura, pour ces maladies, un traitement réellement efficace et une guérison qui permettra de dire on diagnostique et on traite. On n'en entend pas parler. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On diagnostique pour ensuite vivre avec quelqu'un pendant des années et l'accompagner dans son cheminement. Voilà. C'est pas juste un diagnostic. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions dans la salle? Oui. Là. Donc ça serait une question assez simple. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans les études de médecine? Ça, c'est une autre question, effectivement. La formation. Si l'intelligence artificielle arrive partout, dans plusieurs spécialités, est-ce que la formation suit? La formation se lance, oui, absolument. Il y a cette année 2 modules pour les deuxièmes années de médecine, et puis petit à petit, on les accompagne autour de cette formation-là. Donc je pense que c'est très important. Et il y a toute une démarche pédagogique qui est double, en fait, qui est initiée à l'IA en santé, donc comprendre les applications, les limites, et puis aussi tous les pas que les risques, parce qu'il ne faut pas non plus apprendre que les risques, hein, c'est aussi un outil, donc il faut aussi apprendre enfin voilà, la voiture, ça risque pas que à générer des accidents, hein, ça permet aussi de conduire, quoi. Et deuxième chose, il y a aussi toute la partie applicative autour de l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle dans la formation elle-même. Générer des QCM, faire de la rétroaction et du rétroapprentissage plus pertinent, proposer, je sais pas, systématiquement à la fin des examens, des pistes de travail qui peuvent être synthétisées, extraites par l'IA avec des références associées. Tout ça, c'est des travaux qui se développent petit à petit, hein, sur le retour qu'on peut faire vis-à-vis des étudiants, encore plus précis, encore plus adapté à leur réponse initiale. Et donc voilà, 2 branches qui se développe. Il y a toute une cellule pédagogique à la faculté de médecine de Poitiers, mais on participe si on s'intéresse à l'échelle du CHU. Donc j'extrais un peu des études de médecine. Et pour les agents généraux, on va mettre à disposition une formation socle. Alors nous, on travaille sur le GCS, donc on va faire ça par le CHU de Limoges, qui a déjà fait tout le cursus. Donc on va le mettre à disposition des agents du CHU. Il y a un enjeu autour de la formation, autour de l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour optimiser l'usage. Voilà. Et pour les étudiants en médecine, pour répondre plus clairement, donc 2 socles. 1 sur la formation elle-même aux usages de l'IA, et 2, comment faire pour utiliser l'IA pour aider à la formation elle-même, comme support pédagogique. Très bien. J'ai une question là devant moi. L'IA peut-elle remplacer les êtres humains pour des tâches répétitives, comme la distribution de médicaments ou les soins de confort, si elle trouve une enveloppe physique? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vu des projections, des choses qui pourraient arriver bientôt là-dessus? Alors, on peut s'intéresser, par exemple, je vous discutais tout à l'heure, à ce qu'on appelle les chatbots. Donc, en gros, ça peut être des agents. Il y a déjà des startups qui existent, hein, qui ne sont pas déployées à très grande échelle, mais qui existent.
des agents qui peuvent être des agents conversationnels, comme vous avez, vous, parfois avec... je sais pas, moi je suis abonné à Bouygues, donc c'est avec Bouygues, mais vous pouvez avoir des sites où vous vous connectez, vous avez une sorte d'apparence humaine et un agent qui va discuter avec vous sur votre contexte, sur votre clinique, qui va vous faire de l'éducation thérapeutique. On sait que ça c'est quelque chose de très important, avec un vrai impact sur l'adhésion, sur la prise des traitements, sur le devenir des patients. Toute cette partie-là, oui, il y a des projets qui existent déjà autour de l'éducation thérapeutique. Et alors après, la réponse, du coup, c'est oui. Si c'est un robot qui ressemblerait à un infirmier ou une infirmière et qui viendrait distribuer les traitements, vous avez tous vu sûrement les robots qui ne ressemblent pas à des humains dans les hôpitaux chinois. Encore une fois, ça pourquoi pas, hein. Ça questionne sur une chose importante, c'est comment est-ce que je m'assure que les performances de ce robot, performances au sens algorithmique, sont constantes au cours du temps. Tant qu'il n'y aura pas cette tâche de monitoring, donc de veille, il n'y aura pas de robot comme ça. Voilà. Et pour l'instant, il y a peu d'outils centralisés à l'échelle d'un hôpital pour faire ça. Oui, c'est ça. Ils Il y a distribuent. les robots d'accompagnement aussi. Ah oui, ça ressemble à quoi? Et j'allais vous demander si c'était souhaitable justement que les robots accomplissent ce genre de tâches-là, mais allez-y. Alors, dans le problème de la robotisation, il y a le vaste domaine qu'on appelle les robots compagnons. Alors, dans ces robots compagnons, il y a des palettes, une palette absolument incroyable, mais vous avez à la base des robots compagnons qui simulent des animaux et qui sont capables de faire des bruits de contentement ou des bruits d'opposition, de se tordre un peu quand on les caresse, enfin voilà. Alors, évidemment, je me souviens d'un congrès d'éthique en gériatrie assez extraordinaire où en disant, ben voilà, la chance de ces robots compagnons basiques, là, émotionnels, pseudo-émotionnels, parce que les personnes développent une empathie à leur égard, mais c'est pas le robot lui ne pense pas, quoi. Il n'y a pas de réciprocité, quoi. Par rapport au personnel, c'est que quand il n'y en a pas besoin, on le met dans l'armoire et après on le sort de l'armoire. Donc là, évidemment, aujourd'hui, il y a une grande angoisse sur un plan éthique, c'est que un chien dans un EHPAD, c'est formidable, mais enfin, il faut le manger, ça fait pipi, il faut faire attention, il faut s'en occuper, tandis qu'un robot, bon voilà, ça c'est le robot compagnon basique qui veut remplacer la médiation animale. Après, il y a des travaux de robots plus élaborés, effectivement, qui sont des aides à l'accompagnement, qui sont capables de soulever quelqu'un, de pouvoir. Et alors, évidemment, et là, ça pose aussi un très grand problème de gestion des données, parce que ces robots filment tout le temps, engrangent des données considérables transmises à des structures. Remarquez, il n'y a pas que les robots. Nos aspirateurs, certains, font la même chose maintenant et sont capables d'identifier le type de mobilier uniquement quand ils se déplacent en voyant le pied des meubles, quand nous utilisons des systèmes de robots plats qui en fait tournent et avalent la poussière superficielle sans aller en profondeur, bien entendu, mais c'est inutile d'aller en profondeur, on le sait bien. Donc effectivement, on retrouve la transparence même dans ces choses-là. Voilà. Alors c'est vrai que bon, ça vaudrait le coup de les montrer, mais il faudrait prévoir. C'est intéressant, on a le prix de certains de ces prototypes, mais c'est pas dévolu à des diagnostics, c'est juste dans l'accompagnement, quoi. Voilà. Alors un robot d'accompagnement peut-il être agressif s'il est mal? Il y a eu des films là-dessus, non? Il n'y a pas eu des films. Est-ce qu'il peut envoyer la tasse de café en l'air? Oui, c'est ça. Voilà. C'est toute la question. Enfin bon. On revient à la performance. Ça fait partie des interrogations coquines du sujet, quoi, mais qui ne sont pas sans raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? Oui, là, au premier. Oui, au niveau des algorithmes, quelle serait la part, j'allais dire, de logique de raisonnement dans les algorithmes utilisés en IA médecine par rapport à celle, j'allais dire, d'un peu de force brute, de comparaison d'images, d'échantillons, etc. Est-ce qu'on peut dire en fait que l'IA en fait raisonne, j'allais dire un peu comme le médecin raisonnerait, je vais dire, dans sa tête avant de,
ou bien comme on peut le trouver dans d'autres domaines, peut-être comme en mathématiques, c'est plus clair, parce que c'est plus de la logique. Mais... Alors, pour la partie logique, entre guillemets, la prise de décision médicale, la réponse serait plutôt oui, ça accumule des probabilités, mais c'est ce que fait le médecin. Ça accumule des probabilités de différentes anomalies que vous cumulez ensemble pour faire une probabilité plus forte d'une maladie par rapport à l'autre. Donc il y a des algorithmes de prédiction qui font à peu près ça, avec même des chaînes de raisonnement qui décrivent un peu leur schéma de pensée ou la façon dont ils ont eu la réflexion, qui est un peu quand même une réflexion algorithmique, mais en médecine, on a beaucoup d'algorithmes pour conduire aux prises en charge, pour conduire au diagnostic, en fait, où on élimine différentes choses en fonction de la probabilité. Donc dans tout ce domaine-là de la médecine diagnostique, oui, c'est à peu près des raisonnements similaires. Ensuite, après, il y a toute une partie autour de l'interprétation des résultats et de l'interaction que vous pouvez avoir avec votre médecin, qui est quelque chose qui n'est pas palpable. Alors, il y a des études qui ont montré que ChatGPT avait de l'empathie, et même avait parfois plus d'empathie que certains des médecins. Donc ça, c'est aussi des perspectives autour de l'échange. Mais pour essayer de vous répondre clairement, sur la partie raisonnement, il existe des similarités, et c'est une question de probabilité, entre le raisonnement médical diagnostique et certains raisonnements des intelligences artificielles qui, au lieu de produire un résultat, produisent, et ce qu'on appelle l'interprétabilité, aussi la chaîne de raisonnement qui a conduit à proposer ce résultat. Vous parliez d'empathie, c'est vrai qu'on sait ChatGPT est surtout là pour nous faire plaisir, a priori. Et donc, c'est vrai qu'il a peut-être du mal à nous annoncer des choses graves ou des choses qui ne nous plairaient pas. C'est ça le problème aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Oui, au fond. Oui, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais me limiter à 2 points. La première, c'est est-ce qu'on laisse les labos privés intervenir sur les réponses de l'IA? Et le deuxième point, c'est dans un Airbus, les calculs vont tellement vite, les contrôles de navigation vont tellement vite qu'on met 3 calculateurs différents pour donner une réponse. Qu'en est-il de la question, l'implication des labos et leur biais financier sur les développements de l'IA? Et la deuxième, c'est c'est sur le contrôle de l'IA. Est-ce qu'on a 3 calculateurs différents pour des réponses extrêmement importantes? Alors, sur la partie les labos, quasiment comme pour le médicament, j'allais vous dire, c'est des startups et donc des startups ou même des entreprises privées qui font ça, comme les équipements lourds, comme beaucoup de choses qui sont utilisées à l'hôpital. Il y a finalement assez peu de dispositifs médicaux publics utilisés à l'hôpital, donc la réponse sera un oui. Et ensuite, pour la deuxième partie, l'autre réponse, elle est que maintenant, ça fonctionne sur des clouds. Donc, globalement, et on a connu l'expérience indirecte par l'incendie qu'il y a eu pour les serveurs OVH, mais ce sont des serveurs externalisés, que ce soit AWS ou que ce soit OVH qui est français. Et donc, après, l'adaptation des dispositifs de calcul, les GPU en gros, se fait en fonction du volume d'informations à traiter. Et c'est pour ça que les startups et les entreprises en général utilisent des services cloud ou des services avec des serveurs externes. Alors pas toutes, on pourra revenir sur l'expérience de mon... non, on ne pourra pas revenir, mais je vais me dépêcher. Elles sont... globalement, c'est des clouds pour la plupart des entreprises. Il existe des initiatives locales. Montpellier fait ça, tout en ce qu'on appelle on-premise ou sur site, avec plein de serveurs. Mais là aussi, l'expérience est belle, mais en fait, ils sont associés avec Dell et avec Microsoft. Donc vous voyez, c'est certes sur place, mais c'est quand même des acteurs privés. Donc... voilà, en gros, c'est cloud avec multi-serveurs qui s'ouvrent et qui s'éteignent en fonction du besoin de traiter des informations plus ou moins volumineuses. Je me suis mal exprimé. En matière de sécurité, est-ce qu'on a 2 diagnostics par 2 IA différentes? Non. Et ce qu'on fait pour les cas graves sur l'Airbus notamment, et compte tenu de la rapidité des calculs à faire, on en met plusieurs. Et
pour les labos privés. Vous me dites que le matériel est privé. Quelle est l'importance du biais commercial vis-à-vis des solutions proposées? Alors, pour vous répondre à la première question, la réponse est non. On fait tourner qu'une seule intelligence artificielle qui augmente les performances d'un médecin qui reste le principal décideur. Donc, il y a quand même la majorité de la partie diagnostique, elle est liée à l'examen clinique et à l'analyse du cas plutôt qu'au résultat de l'intelligence artificielle. Donc, on n'en met qu'une. Et ensuite, pour vous répondre sur la deuxième partie, les algorithmes, une fois qu'ils sont déployés dans les centres, ils ne récupèrent pas d'informations, ils n'apprennent pas sur les bases, ils ne s'entraînent pas sur les bases. Donc en gros, c'est des algorithmes qui sont déployés, figés, et les entreprises, le seul biais que je leur vois, ou plus exactement, c'est d'avoir le produit le plus efficace pour répondre à la question qu'on leur pose, pour qu'ils soient choisis lors des appels d'offres. Mais une fois que ça est mis en place et qu'ils sont installés, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'exploitation des données autorisées pour celles qui sont de la routine clinique. Bon, il est 20h. On va arrêter là. J'ai une dernière question, à voir si vous pouvez y répondre. C'est est-ce que nous possédons des données sur la part de l'IA dans l'impact environnemental de la santé? Évidemment, pour faire tourner l'intelligence artificielle, j'imagine qu'il faut de l'énergie, il faut des serveurs, il faut tout ça. Est-ce que vous avez une réponse à apporter peut-être là-dessus, sur l'impact environnemental et, voilà, et l'enjeu, quoi? Alors, potentiellement colossal. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça consomme moins que les dispositifs médicaux lourds. Ça consomme moins que les dispositifs de clim au bloc. Ça consomme moins que beaucoup des outils qu'on utilise. Néanmoins, il y a un enjeu autour de la frugalité, c'est sûr. Mais si je vous donne un exemple, enfin pour l'instant, l'IA en santé, l'IA en santé en France, la part, elle est inférieure à 1% de la consommation des établissements de santé. La santé, ça consomme beaucoup d'énergie et ça a un très fort impact environnemental, pour plein de raisons. Là-dedans, la part des serveurs et des algorithmes, elle est moins importante que ce qu'on imagine. Mais parce qu'aussi l'usage, il est vraiment... Pour l'instant, vous voyez, je vous ai montré les chiffres, c'est vraiment pas beaucoup de la part de l'activité de santé qui est impactée par les algorithmes. Le jour où ça sera 50%, on n'aura peut-être pas le même discours. Ensuite, sur les milligrammes ou les grammes de CO2 en fonction des serveurs, globalement, un serveur qui traite une intelligence artificielle, un GPU, la consommation de mémoire, c'était comme une maison. Voilà. Je ne pensais pas que vous auriez une réponse à ça, mais vous avez même une réponse à ça sur le impact environnemental. Bravo. Ça nous intéresse, parce qu'en plus... il y a toute une démarche écologique, alors que ce soit en radio ou en général en santé, parce qu'il faut que ça soit pérenne. Donc on est obligé de le penser. Puis c'est un coût pour les hôpitaux qui est très significatif. Donc il faut aussi qu'on soit capable de maîtriser ces coûts. Et oui, forcément. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages respectifs. On s'arrête là pour cette édition des Carrefours de la Santé qui était proposée dans le cadre de la Fête de la Science aussi, consacrée aux intelligences. Ne ratez pas l'exposition Intelligence artificielle, l'esprit informatique, jusqu'au 11 janvier 2026 à Mendes France, juste au-dessus. Et puis n'hésitez pas aussi à devenir adhérent de Mendes, parce que ça vous permet d'avoir des avantages sur certains tarifs. Et en plus, ça fait avancer la cause de la vulgarisation scientifique. Merci d'avance. Prochain rendez-vous le 11 décembre à Châtellerault, et on parlera du cœur. Bonne soirée à tous.